Personnellement, je vous dis au départ, bonne année 2012 pour chacun d'entre vous, pour vos vœux, pour ce que vous souhaitez réaliser pour vos familles et pour les médias, j'y reviendrai. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous présenter mes vœux pour 2012. Au-delà des souhaits de bonne santé qui me semblent majeurs, je formule pour chacun d'entre nous les souhaits les plus sincères pour la réalisation de tous nos projets. Présenter ces vœux, c'est croire qu'un avenir est possible. Je veux croire que célébrer la nouvelle année aujourd'hui, c'est affirmer qu'au soir du 31 décembre 2012, nous pourrons nous tourner en arrière et nous dire ensemble, oui, nous avons fait avancer la fraternité. Ces vœux prennent un relief particulier à l'aune d'une année si importante pour notre pays et pour chacun de nos concitoyens. La crise dans laquelle nous sommes nous impose d'être particulièrement vigilants pour les Françaises et les Français qui souffrent aujourd'hui. Et le côté décalé qui existe à recevoir des vœux alors que l'on est sur le point de perdre son emploi ne m'échappe pas. Je reviens de Lorraine, non pas pour fêter Jeanne d'Arc, image populaire qui appartient à tous. Je reviens de Gandrange, où j'ai pu mesurer avec les chômeurs des Hauts-Fourneaux et ceux de Thionville combien certaines de nos régions étaient sinistrées. Je pense aussi aux 2500 employés du ferry France. Non, c'est pas ceux-là. C'est ceux du pétrole, de la raffinerie, qui vont être au... Non, excusez-moi. Voyez dans ce trouble vraiment la dimension très profonde que je vis personnellement après cette rencontre en Lorraine. Cette rencontre en Lorraine qui a pour moi été quelque chose de très important, où j'ai été saluée par le dépôt d'une gerbe la tombe de Robert Schuman, fondateur de notre Europe, où j'ai rencontré ces hommes et ces femmes dans cette région, avec ces hauts fourneaux arrêtés et qui ont une dignité que je tiens véritablement à saluer. Souvenez-vous, Gandrange, fermé, Florange, proposé, et nous venons d'apprendre que 2500 employés vont être au chômage technique pendant ce trimestre. C'est ceux qui étaient à Gandrange, à qui on avait proposé l'avenir à Florange. Je pense aussi à la centaine de salariés de Petroplus qui vivent dans l'angoisse aujourd'hui. Je veux, à l'occasion de ces vœux, lancer un message d'espérance. Car oui, nous avons les moyens et les ressources pour nous en sortir. L'année 2012 est une année électorale importante pour la France. Nous avons ainsi l'opportunité de construire sur de nouvelles bases la France du XXIe siècle. Encore faut-il que tous les candidats et tous les citoyens, nous voulions, sur la base d'une fraternité partagée et d'une confiance réciproque retrouvée, engager les réformes structurelles qui s'imposent. Or, le paysage qui se profile aujourd'hui n'est pas du tout de cette nature. Que voit-on? L'institutionnel s'installer sans renouvellement. Qu'est-ce que l'institutionnel politique aujourd'hui? Ce sont les deux partis, tels que des pachydermes, le PS et l'UMP, qui n'ont pour seul objectif que d'assurer leur propre survie. D'un côté, un candidat déclaré, François Hollande, qui ne propose que des mesurettes, toujours et encore fondées sur une philosophie libérale, économique, culturelle et libertaire, qui s'inscrivent dans le « ne bougeons surtout rien ». Quant à l'autre camp, le mien, il n'a pas encore de candidat désigné, mais il semble bien évident que le président non candidat est parti dans une campagne frénétique qui chaque matin nous réserve son lot de surprises. Aujourd'hui, le choix semble définitivement installé. Seuls ces deux sumos seraient là au deuxième tour.
Eh bien, je vous le dis à vous, la presse, que je remercie d'être présente et dont le rôle est majeur. Il faut que dans ce moment de crise grave et sans précédent, il faut que vous exerciez votre responsabilité afin que chaque courant de pensée puisse s'exprimer. Et votre présence nombreuse ici en est le gage. Surtout, ne pas décider avant le résultat des urnes. Il faut pour demain se donner un horizon commun enraciné dans des valeurs fortes. Je pourrais, à vous tous, vous présenter mon projet. Il est global, il est cohérent, il ressente l'organisation de notre société sur la place non négociable de la personne humaine, de la conception à la mort naturelle, et ce projet est financé. Vous pouvez consulter ce projet sur mon site boutin2012.fr. Mais je vous le dis avec fermeté et détermination, je veux présenter ce projet aux Français, car il répond aux enjeux d'aujourd'hui. Si je ne vais pas vous décliner l'ensemble de mon projet, je voudrais simplement réagir à certaines propositions qui sont faites aujourd'hui et qui sont particulièrement d'actualité. La TVA sociale. La TVA sociale, j'y étais favorable en 2007, à un moment où la crise n'était pas là. Aujourd'hui, je vous le dis très clairement, la TVA sociale comporte des dangers réels pour les plus fragiles d'entre nous, puisqu'il s'agit de la consommation et donc touchant les familles dont les budgets sont les plus modestes. Que propose le Parti chrétien-démocrate et sa candidate? La création d'une taxe qui s'appelle pénalité pour irresponsabilité sociale et environnementale, la PISE. Qu'est-ce que c'est que cette pénalité particulière? Eh bien, elle taxerait naturellement les produits, en particulier ceux de l'étranger, venant d'entreprises qui ne respectent pas cette exigence sociale et environnementale. La plupart de nos entreprises ont en elles-mêmes cette exigence de responsabilité sociale et environnementale. Oui, bien sûr, il faut défendre le fabriqué français. Bien sûr qu'il faut aider nos entreprises. Mais encore ne faut-il pas mettre en situation de fragilité les plus fragiles d'entre nous. La PISE, la pénalité pour irresponsabilité sociale et environnementale, a le gros avantage de ne pas pénaliser nos entreprises, d'exiger à l'extérieur ces fondements sociaux et environnementaux et permettre aux familles les plus fragiles de ne pas voir leur pouvoir d'achat diminuer. Je vous rappelle que dans le cadre du projet, nous avons également, grâce à l'instauration du revenu de base, que je ne développe pas maintenant, la capacité d'alléger de 50 milliards les charges sociales de nos entreprises. L'école. J'ai vu récemment que dans Le Monde, journal bien connu et bien lu, qu'il était question de prendre des mesures radicales sur l'entreprise. Souvenez-vous, j'ai parlé de la bérésina dans laquelle nous étions au niveau de l'école. Aujourd'hui, nos propositions sont fortes parce que nous voulons une clarification des responsabilités, à la fois celle des parents, qui ont pour vocation la responsabilité de l'éducation, et l'éducation nationale, ce que l'on appelait l'éducation nationale et que nous souhaitons appeler instruction publique, eh bien, ce soit l'instruction qui soit la vocation de ce ministère. Je ne développe pas sur l'école, mais un certain nombre de mesures sont proposées, en particulier la clarification de la mission des enseignants et l'autonomie aussi des établissements. Sur la famille, j'ai eu un débat hier avec la représentante du Parti socialiste. Mais enfin, c'est une catastrophe si le Parti socialiste prenait le pouvoir par rapport à ces valeurs fondamentales que sont la famille. Pour nous, la famille, elle est le socle de notre société. Certes, la société évolue. Certes, nous ne voulons pas de la famille patrimoniale du XIXe siècle. Le Parti chrétien-démocrate n'est pas un parti qui regarde en arrière. Il regarde en arrière pour asseoir sur son histoire les fondements qui permettront l'avenir. Mais ce n'est pas aujourd'hui, parce que chacun a son comportement particulier, qu'il doit être obligatoirement légitimé par la loi.
C'est la raison pour laquelle, au Parti chrétien-démocrate, nous souhaitons que le mariage soit inscrit dans la Constitution comme étant composé d'un homme ou d'une femme. Ceci, ces 3 exemples, simplement pour répondre à des faits d'actualité. Mais je pense que ce qui vous intéresse, et qui intéresse aussi un certain nombre de Français, je peux le constater avec les réactions que nous avons aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans mes signatures? Eh bien, j'en suis aujourd'hui à 163 signatures hier. Et je vous l'affirme, nous sommes dans une crise grave par rapport à notre démocratie. J'appelle l'attention sur le fait que c'est une tendance lourde que nous voyons se développer, non seulement en France, mais en Europe. En ce qui concerne la construction européenne, à laquelle je suis très attachée, me revendiquant de l'héritage de Robert Schuman, je constate que l'Europe, contre laquelle j'ai voté par rapport au traité de Maastricht, et pour laquelle j'ai voté en votant contre Maastricht, parce que Maastricht me semblait porter en lui-même toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait pour la construction européenne? Prenons l'exemple de l'Irlande. L'Irlande vote. On dit non, non, votre vote n'a aucun intérêt. Nous allons vous faire re-signer un autre traité. Le peuple, vous n'avez rien à dire. Affaiblissement de la démocratie. Quand on regarde la crise récente en Grèce, la Grèce voulait un référendum. Non, non, non. Pas de référendum. Surtout que le peuple ne s'exprime pas. Et on impose un nouveau Premier ministre. La Hongrie. La Hongrie récemment, ça c'est la mode dernière. Le peuple hongrois donne une très forte majorité à son Premier ministre, il prend des orientations. Non, non. L'institutionnel, bien installé, dit il n'est pas question. Quel est ce Premier ministre? Et la France? Et la France? La France, elle se retrouve avec ces 2 pachydermes, ces 2 sumos, là, le PS, l'UMP, qui décident tout simplement de donner des ordres à ses adhérents, de ne jamais donner un parrainage à quelqu'un d'autre que l'un de ses champions. Ceci a des conséquences très directes sur la démocratie. Je suis une femme expérimentée, ça fait plus de 30 ans que je suis en politique. J'ai même eu l'expérience d'une élection présidentielle. En 2002, j'ai eu plus de 700 signatures. Personne, vous m'entendez, personne ne m'a aidé pour avoir ces signatures en 2002. Aujourd'hui, 163. 163. Ma légitimité n'a pas diminué. J'ai même été ministre depuis 2002. Pour quelle raison est-il si difficile d'avoir ces signatures? Et si j'étais seule à avoir des difficultés, ça pourrait être inquiétant, mais en réalité, je ne suis pas seule du tout à avoir ces difficultés. Pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, tout simplement, d'abord parce que nous sommes dans une crise et que la tendance de chacun d'entre nous, et des élus compris, qui est le repliement sur soi-même, c'est-à-dire surtout se mettre aux abris, surtout ne pas affronter la critique de ses habitants ou de ses conseils municipaux. C'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est qu'effectivement maintenant, depuis 2002, il y a un changement réel institutionnel dans notre pays, et j'en suis tout à fait favorable, j'y suis tout à fait favorable, c'est le développement de l'intercommunalité. Intercommunalité dans le cadre de l'expression de la solidarité qui respecte l'identité des 36 000 communes de France. Mais la réalité, c'est que les présidents d'intercommunalité sont la plupart du temps des personnes qui sont encartées, soit à droite, soit à gauche. C'est rarement un maire divers droite ou non inscrit qui se trouve en responsabilité d'intercommunalité. Et compte tenu de l'ordre donné par Mme Aubry, de l'ordre donné par M. Copé, soutenu par l'Élysée, eh bien il est bien évident que se fait un repliement plus important. Car les élus qui dépendent de leur intercommunalité pour avoir un certain nombre de subventions, la réalisation de la piscine, la réalisation des ronds-points, la remise en état de l'école, etc., eh bien, préfèrent
ne pas prendre de position. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour avoir ces signatures? Je peux vous dire, je suis absolument déterminée, mais absolument déterminée, et j'irai jusqu'au bout. Parce que là, il ne s'agit même pas de mon projet, auquel je crois bien sûr, parce qu'il est beau, parce qu'il est cohérent, parce qu'il est financé et qu'il remet la personne humaine au cœur. Mais je suis encore plus déterminée parce qu'il s'agit d'une attaque très directe d'un principe fondamental qui fait l'identité de la France, c'est-à-dire la démocratie. Moi, je me battrai jusqu'au bout, vous m'entendez bien, jusqu'au bout, pour la défense de la démocratie. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, toutes les équipes et les délégations vont maintenant véritablement donner un coup de rein pour rencontrer les élus. Mais moi-même, je vais m'y engager très directement. Je vais m'y engager très directement et j'ai choisi, parce que dans les 36 000 communes de France, c'est très difficile de choisir une commune plutôt qu'une autre. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc j'ai cherché quelque chose de cohérent et je partirai donc sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'irai voir tous les maires de toutes les communes des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous ferai remarquer que sur le plan du droit, nous constituons un recours devant le Conseil constitutionnel. Nous avons déjà saisi avec mon directeur de campagne et mon directeur adjoint de campagne, que je remercie pour leur travail et leur présence efficace et compétente. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel par une lettre. Il nous a été donné une réponse. Si on regarde entre les lignes, on peut peut-être se dire qu'il y a petit appel. Mais appel ou pas appel, nous déposons un recours devant le Conseil constitutionnel cette semaine, c'est ça la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il y aura un recours du Conseil constitutionnel qui sera déposé. Et je rappelle que j'ai saisi le Premier ministre qui avait l'opportunité, lors de la discussion de la loi organique, de faire en sorte que l'anonymat et la publicité plutôt, la publicité de ces parrainages soit levée en instaurant l'anonymat lors de la discussion de la loi organique qui a eu lieu lundi dernier à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire entériner la diminution dans le cadre du plan d'économie du montant des remboursements de toutes les élections. Donc la loi organique était là, elle était à l'Assemblée nationale, il était possible de déposer un amendement disant que compte tenu de la situation et du fait nouveau de l'intercommunalité en particulier, on pouvait comprendre que certains élus aient quelques réticences, eh bien de pouvoir inscrire cet anonymat dans la loi. Nous avons une réponse alors complètement sans intérêt, je peux le dire, en tous les cas qui montrait la détermination de ne pas lever cette affaire de la part du Premier ministre. Alors, effectivement, j'ai parlé de bombe atomique. J'ai parlé de bombe atomique, et je tiens à y revenir aujourd'hui. Oui, il s'agit bien d'une bombe atomique, car nous sommes aujourd'hui dans la fragilisation du principe qui a fait la France, la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Sinon que l'expression plurielle des idées politiques. Et j'irai jusqu'au bout de la bombe atomique. J'ai été très surprise de constater que lorsque j'ai parlé de bombe atomique, à la fois les observateurs médiatiques comme l'opinion n'ont imaginé qu'un dossier de corruption ou un dossier pas très clair touchant Nicolas Sarkozy. Je suis très étonnée que la seule imagination qui soit venue, aussi bien des observateurs que de l'opinion, était la possibilité d'un dossier de ce genre. Eh bien, je vous dis très clairement, il ne s'agit pas de cela. Et ce n'est vraiment pas bien me connaître que de pouvoir penser cela. Moi, je ne fais pas de la politique de caniveau. Jamais je n'ai fait ça pendant les 30 ans de ma vie politique. Vous m'entendez ? Jamais. Et il ne s'agit pas d'un dossier de cet ordre. La bombe atomique, elle peut prendre de nombreuses formes, de très nombreuses formes. Alors hier,
il a été question, effectivement, par une question posée par l'un de vos confrères, en l'occurrence c'était une consoeur, de savoir s'il m'était possible de pouvoir soutenir un autre candidat. Certains ont considéré que c'était une bombinette. Avoir les échos que cela a eu, aussi bien dans les médias que des deux partis concernés, il ne me semble pas que ce soit une si petite bombinette, voyez-vous. Mais effectivement, pour quelle raison ai-je laissé entrevoir qu'une des formes de l'expression de la bombe atomique pouvait être le changement de mon soutien au candidat de l'UMP non encore déclaré. Je suis à droite, je ne me tromperai jamais de camp. Mais il y a des degrés de gravité dans les niveaux de responsabilité. Encore une fois, je vous dis très clairement, la bombe atomique, elle est utilisée si on en a besoin. En ce qui concerne le fait que je puisse soutenir un autre candidat, et en particulier François Bayrou, a été une surprise pour beaucoup. Une surprise parce que j'ai été assez dur à son endroit, et je maintiens. François Bayrou est le responsable de l'explosion d'un courant de pensée politique qui était tout à fait nécessaire à notre pays, qui était l'UDF, et en particulier le courant de pensée chrétien-démocrate, que je veux faire revivre et réveiller en France. Donc il a une responsabilité majeure dans cette explosion. Mais moi je m'adresse à mon camp, la droite, qui assume parfaitement le fait que seuls les adhérents de l'UMP ne puissent soutenir que leur champion. Eh bien moi je demande aux responsables de l'UMP et au président de la République, qui est au-dessus de tout cela, de faire lever ce déni de démocratie. Et vous pouvez bien comprendre qu'il ne me serait pas possible, car le degré de gravité de la faute entre l'explosion d'un courant de pensée et la fragilisation de la démocratie fait que je ne pourrais en aucune manière soutenir un candidat qui ne lèverait pas ce déni de démocratie. Voilà la raison pour laquelle j'ai laissé entendre que la bombe atomique pouvait prendre ce chemin-là. Je ne veux pas faire de chantage, certains ont parlé de chantage, ce n'est pas mon genre du tout. Moi je me bats pour des idées, moi je me bats pour des convictions. Moi je me bats parce que je crois dans la France et je crois dans les Français. Et je crois qu'on est dans une crise très grave et qu'on ne peut pas s'amuser aujourd'hui. Et personne, vous m'entendez, personne ne m'empêchera de parler et de défendre ce principe absolument important qu'est la démocratie. Donc, je pars sur les chemins de Compostelle. Je pars sur les chemins de Compostelle parce que Compostelle, c'est naturellement symboliquement fort, mais au-delà de l'aspect religieux qui est porté par ce chemin, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est un lieu de contact avec l'environnement, c'est un lieu de surprise et c'est un lieu aussi d'engagement. Et donc, je vais rencontrer tous les maires qui se trouvent sur le chemin de Compostelle. Alors, il y a beaucoup de chemins de Compostelle. Donc, j'ai choisi celui qui commence par traverser mon département, les Yvelines, et puis nous irons vers Tours, nous irons vers Poitiers, nous irons vers Bordeaux. C'est-à-dire que j'ai choisi le chemin de l'ouest des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. J'irai voir chacun des maires. Et je vous tiendrai au courant quand va démarrer cette opération. Ça sera sans doute dans le courant de la semaine qui vient. Je partirai avec un petit bus, et puis nous irons rencontrer les maires. Mais donc j'appelle tous les maires à donner leur parrainage à un candidat, quel qu'il soit, pourvu qu'il soit le représentant d'une famille politique française. Je dis aux maires, donnez à qui vous voulez, mais donnez. L'enjeu est trop grave. Sans vous, nous n'aurons bientôt plus qu'à choisir qu'entre les deux gros partis, qui sont devenus des machines de guerre, totalement étrangères
aux préoccupations quotidiennes des plus fragiles d'entre nous, et qui bâillonnent l'expression au profit de leurs seuls intérêts. L'année 2012 ne doit pas être l'année de l'affaiblissement de notre démocratie. Je vous le redis, c'est notre identité française qui est touchée. La France donne des leçons au monde entier de démocratie. Et actuellement, nous voyons un bâillonnage de cette démocratie. Pour conclure, je formulerai en définitive un seul vœu, en appelant aussi chaque Français à aller voir son maire, pour le rassurer, pour lui dire, monsieur le maire, le parrainage n'est pas un soutien aux idées. Votre parrainage, ce pouvoir qui vous est donné, c'est un pouvoir qui permet à la démocratie de s'exprimer. Donnez à qui vous voulez, mais donnez. La démocratie affaiblie, c'est notre liberté d'expression citoyenne qui sera atteinte un jour. Je demande donc aux Français d'aller voir leur maire pour les rassurer. Je demande aux citoyens français, c'est dans leur responsabilité aussi de le faire.